Pascal Lamy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Forum de Paris pour la paix, mais vous avez été, avec votre long parcours, vous étiez pendant 7 ans à la tête de l'OMC, vous étiez également, dans un autre moment de votre vie, commissaire européen pour le commerce, et vous êtes aussi adossé à pas mal de think tanks, donc un homme qui est dans la réflexion en permanence. D'abord, comment jugez-vous votre expérience de ces dernières années autour de ce forum? Est-ce que vous avez pu contribuer au débat autour de la paix? Est-ce que vous avez avancé sur des questions aujourd'hui qui concernent la paix du monde et la stabilité? Le Forum de Paris sur la paix a été lancé en 2018 à l'occasion du centenaire de l'anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, un moment où Emmanuel Macron, le président de la République française, considérait que, bien entendu, il fallait faire un exercice mémoriel et se souvenir des ravages et des folies de cette époque, mais aussi qu'il fallait regarder sur l'avenir et donc s'intéresser non pas à ce qui se passe en Palestine ou au Yémen ou au Nicaragua ou à l'époque en Afghanistan, évidemment aujourd'hui malheureusement en Ukraine après l'invasion de la Russie, mais à ce qui provoque la paix ou la guerre, c'est-à-dire au fond des tensions, des difficultés nationales, internationales, domestiques, sociales, économiques, environnementales. Et donc le Forum de Paris sur la paix consiste à mettre l'accent sur les questions internationales, les problèmes internationaux, mais dans l'optique de trouver des solutions rapides et donc d'impliquer dans la gestion des questions internationales d'autres que les diplomates. Pas sans les diplomates, pas sans le représentant des États-nations qui constituent juridiquement la société internationale, mais des organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales, des grandes institutions académiques, des grandes entreprises, qui au fond comptent autant dans la nécessité de trouver des solutions aux grands problèmes de notre époque que finalement des représentants d'États. Et nous avons, en 5 ans, et nous allons, la prochaine édition aura lieu le 11 et le 12 novembre 2022 prochain à Paris, au Palais Brongniart, nous allons, une fois encore, faire le tour d'un certain nombre de problèmes et de solutions, qu'il s'agisse de développement, de protection des enfants sur Internet, de protection de l'océan austral qui entoure l'océan Antarctique, de nettoyage de la couche basse de l'orbite qui commence à être encombrée de débris de satellites, ou d'un jumeau digital des océans dont nous avons besoin pour faire avancer la science dans ce domaine. Donc voilà un petit peu le secteur dans lequel nous sommes. C'est devenu un grand rendez-vous. Oui, mais aujourd'hui, après cette invasion, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, est-ce que dans cette évolution sur le fil du rasoir, est-ce qu'aujourd'hui on est dans un moment de basculement? Je n'ai pas de réponse claire à cette question, qui est de savoir au fond s'il y aura un avant et un après, comme il y a eu des avant et des après dans des crises précédentes. Oui. Ce que nous savons, c'est que nous sommes tous dans une énorme crise globale, environnementale, crise économique. On a une crise sanitaire énorme avec le Covid. On a une crise des régimes démocratiques partout en Europe. Et pour faire bonne mesure, M. Poutine décide d'envahir l'Ukraine et donc de revenir en gros au Moyen-Âge en éliminant tout ce qui a été convenu de règles depuis une cinquantaine d'années pour éviter les guerres, stabiliser les frontières et au fond pour que les pays ne prennent pas la mauvaise habitude de remettre la main sur leurs voisins. Donc nous sommes dans cette période, elle est extrêmement difficile, elle se traduit par des très grosses difficultés de concertation internationale. On a bien vu que, par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU est resté totalement bloqué jusqu'au moment où ils ont pu s'insérer dans une opération d'ordre finalement humanitaire qui consiste à faire sortir un certain nombre de bateaux chargés de céréales
de la mer Noire, alors que jusqu'à présent, les Russes l'empêchaient. Donc, Oui. nous sommes dans cet esprit et nous allons essayer cette année, pas à pas forcément sur des grandes questions, mais sur des questions un peu plus modestes, de trouver des solutions et de faire avancer les choses, comme par exemple, on l'avait fait avancer en essayant de remédier un peu à cet apartheid vaccinal sur lequel nous avions beaucoup travaillé l'année dernière et nous avions, en 2020, ramassé 500 millions d'euros pour acheter des vaccins pour les pays qui en avaient besoin. Et Dieu sait qu'à l'époque, c'était un problème énorme. Dans cette histoire en train de se faire, est-ce que aujourd'hui on est en capacité à répondre avec nos moyens à cette crise gigogne comment jugez-vous, hiérarchisez-vous les priorités et comment classez-vous en fait l'ordre de la menace? Donc, le fond de tableau, nous le connaissons, et je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Ukraine sans intégrer ce facteur. Le fond de tableau, c'est la rivalité géopolitique, géoéconomique, géostratégique, géotechnologique entre les États-Unis et la Chine. C'est le fond de tableau qui va rester dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Ça a commencé il y a un moment, à partir du moment, au fond, où la Chine a voulu retrouver, elle dit retrouver, elle ne dit pas trouver, sa place dans l'ordre international. Donc ça, c'est la grande question. Et évidemment, pour nous, Européens, et aussi pour les Africains, ça pose des problèmes redoutables, car si cette tension continue à croître, nous serons les uns et les autres sous pression de prendre parti. Je parle pour l'Europe, pas forcément pour les Africains, évidemment. Pour l'Europe, il n'est pas question de considérer que nous serions équidistants des États-Unis et de la Chine, du point de vue des valeurs, et à la fin, c'est quand même ce qui compte, nous sommes plus proches des États-Unis que des Chinois, mais il n'est pas non plus question de nous aligner systématiquement sur des positions américaines qui ne correspondent pas forcément ni aux intérêts ni aux valeurs européennes. Et je pense que l'Afrique, en tant que continent, et c'est vrai pays par pays, mais c'est vrai aussi pour l'Afrique en tant que continent, a à peu près le même problème. Et d'ailleurs, je vais même jusqu'à penser que si l'Europe et l'Afrique en parlaient davantage ensemble, elles se feraient peut-être à deux mieux à même de naviguer cette situation qui va rester très difficile dans les décennies qui viennent. Vous êtes adossé, je l'ai dit au début, à des think tanks. Qu'est-ce qui explique cette envie chez vous de croire à la force des idées pour transformer le monde? Est-ce que vraiment aujourd'hui, il y a moyen de peser pour transformer le monde? Je vais répondre franchement à votre question, Hichem Benaïch. J'ai 75 ans. Et quand on a 75 ans, on ne voit pas les choses de la même manière que quand on en a 25 ans. Quand on en a 25, on a le temps pour tout. Quand on a 75 ans, on est obligé de se dire qu'est-ce que je fais de ce qui me reste à vivre sur cette terre qui puisse faire avancer les idées auxquelles je crois, étant entendu que entre 25 et 75 ans, j'ai accumulé un certain nombre d'expériences, de savoirs, de réseaux, et que je suis plus clair sur ce que j'ai envie de faire des années qui me restent que je ne l'étais à 25 ans, mais j'ai aussi, d'un certain point de vue, davantage de moyens de le faire. Et je considère que, compte tenu de ce que la vie m'a appris, et j'ai eu la grande chance d'avoir une vie professionnelle extrêmement nourrie, instructive, et de continuer à apprendre tous les jours, ce qui est un formidable privilège, il est des questions mondiales, comme par exemple les questions environnementales, comme les questions qui tournent autour de la globalisation et de sa maîtrise, comme les questions qui tournent autour de l'intégration européenne, comme les questions qui tournent autour de l'intégration africaine. Voilà des domaines dans lesquels je continue à œuvrer parce que je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller pour le progrès de l'humanité. Et j'appartiens à une génération qui a encore été éduquée dans l'idée qu'il y avait du progrès et que le progrès était nécessaire.
Je le disais, vous êtes membre du conseil d'administration de la fondation Mo Ibrahim, donc vous avez un tropisme de ce point de vue vers l'Afrique. L'Afrique s'interroge beaucoup sur son business model. Est-ce que aujourd'hui, face aux défis et aux enjeux qui se posent à l'Afrique, est-ce que le business model de l'Afrique répond à ces interrogations et à ces défis qui sont énormes, le développement économique, sortir de la misère, se mettre sur une trajectoire vertueuse pour aller vers la prospérité et le bien-être des populations, où on en est très très loin. Oui, ça dépend quelle échelle de mesure on utilise. Disons, et j'ai écrit ça dans le dernier bouquin que j'ai publié avec Nicole Guesotto, qui s'appelait Où va le monde, ce qui n'est pas très modeste comme titre. En anglais, Strange New World. Je considère que la question essentielle pour l'Afrique, c'est de savoir qui va gagner la course entre l'économie et la démographie. Mm-hmm. À mon avis, c'est ça le sujet central, d'où l'importance d'aider à ce que l'économie, la croissance économique, gagne sur la croissance de la population. Je pense que l'Afrique est un continent plein de possibilités entrepreneuriales et on les voit se développer. Et de ce point de vue-là, je suis, si je puis dire, un afro-optimiste. Quand je vois ce que les jeunes générations africaines ont comme énergie, comment elles utilisent ce qu'elles ont appris, soit en Afrique, soit ailleurs, souvent ailleurs, pour remettre ce qu'elles ont appris et leur talent au service de l'Afrique, je trouve ça très, très étonnant et parfois très admirable, même si ce bourgeonnement entrepreneurial, cette profusion d'initiatives se fait parfois dans un certain désordre, avec des systèmes gouvernementaux qui manifestement pourraient faire mieux pour assurer un état de droit, une absence de corruption, une vision à long terme. Tout ceci, il y a énormément de progrès à faire et on y travaille beaucoup avec la Fondation Mo Ibrahim, qui est consacrée à l'amélioration de la gouvernance en Afrique, du point de vue de la démocratie, des droits de l'homme, de la lutte contre la corruption, de la transparence de la vie publique. Et c'est aussi ce que je fais avec Trademark East Africa, qui est un organisme de coopération technique, d'intégration économique en Afrique de l'Est, qui d'ailleurs est en train de s'étendre à l'Afrique de l'Ouest et à l'Afrique australe. C'est aussi ce que je fais tous les 2 ans avec les rencontres Europe-Afrique qui sont montées par Aspen. Donc, je crois que dans ces domaines, qui sont ceux d'une intégration économique plus poussée, et je suis de ceux qui considèrent que une des principales erreurs que nous ayons faites quand nous étions en Afrique et que les Africains ont perpétué lorsqu'ils se sont décolonisés, c'est d'avoir peuplé ce pays, ce continent de frontières. Ceci est une vérole qu'il faut surmonter. L'Afrique a besoin d'intégrer son marché, ses marchés, pour pénétrer dans la globalisation. Et au fond, à court terme, je pense que c'est ça le problème essentiel. Mais que faire quand on voit que la croissance ne produit plus de la prospérité? En tout cas, il y a une crise systémique, on le voit. Comment aujourd'hui se frayer un chemin à travers ce que vous dites, les caractéristiques pour un développement? En tout cas, on voit que la machine est en panne d'une certaine façon, non? Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Pourquoi prenons le Bénin, qui n'a jamais été une star parmi les performeurs africains, comme l'ont été à certains moments l'Afrique du Sud, ou le Kenya, ou le Ghana, ou même le Nigeria. Le Bénin va faire une croissance de l'ordre de 6-7% cette année. C'est à peu près ce qu'il faut, à terme, pour justement que la régate entre l'économie et la démographie soit gagnée par l'économie. Je crois que ça dépend, mais en même temps, je crois qu'il reste beaucoup à faire, en tout cas de la part de nous, Européens, d'abord pour mettre ce qui se passe en Afrique au bon niveau dans nos priorités géopolitiques. Et ça fait longtemps que je dis à Bruxelles que ce qui se passe en Chine,
aux États-Unis, c'est très important pour l'Europe. Mais enfin, ce qui est plus important pour l'Europe à terme, si on regarde les choses à 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est ce qui se passe en Afrique. Et donc là, il y a certainement à améliorer notre coopération, par exemple dans le financement des infrastructures. Au fond, si on regarde le goulot principal à davantage de croissance africaine, si on prend l'échelle continentale, il est, à mon avis, dans le financement des infrastructures. Oui. Le transport, l'énergie, les réseaux. Ça a été beaucoup plus vite en matière de télécommunications parce que justement, on a sauté à une génération qui n'avait plus besoin d'installation fixe pour faire passer le téléphone. Il y a énormément à faire, par exemple, dans les réseaux de transport et leurs connexions, dans la production d'électricité. On sait qu'en gros, il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès correctement à l'énergie et on ne peut pas faire croître une économie sans énergie, même si le potentiel des renouvelables est plus fort en Afrique. J'ai suivi et en partie participé à la polémique qui a suivi la conférence de Glasgow sur l'attitude des pays du Nord à l'égard du financement d'investissements en gaz, par exemple, en Afrique. Je suis de ceux qui pensent que, comme en Europe, le gaz est une énergie de transition en attendant d'être beaucoup plus vert. Donc, voilà un peu, disons, le champ auquel, à mon avis, nous devrions placer les priorités. Et du point de vue des Européens, je crois que le plus important, c'est d'aider les Africains à dérisquer, comme on dit dans la finance, Oui. leur financement. Et disons, un capitaliste normal demande 10% de rentabilité dans le monde d'aujourd'hui. Quand il va en Afrique, il demande 15%, parce que 5%, c'est la prime de risque. Eh bien, il faut faire descendre cette prime de risque de 15 à 10, et ça dépend en partie des Africains, et notamment de ce qui se passe dans le domaine de la sécurité publique et de la lutte contre le terrorisme et le fondamentalisme religieux. C'est une affaire pour les Africains, par les Africains. Pas à nous de donner des leçons, mais enfin, on doit pouvoir aider. On fait la diplomatie de sa géographie. Est-ce que pour vous, l'Europe et l'Afrique sont véritablement entrées, vous le disiez vous-même, dans une révolution copernicienne pour rebattre les cartes? Est-ce que concrètement, comment voyez-vous cette orientation? Parce que bon, les mots dématérialisent certes la réalité, mais concrètement, comment ça se traduit tout ça? D'abord, et je l'ai souvent dit à Bruxelles, l'Afrique a le choix de ses partenaires pour l'avenir. L'Afrique peut choisir les États-Unis, la Chine, l'Europe. Nous, Européens, on n'a pas le choix. On ne peut pas ne pas choisir l'Afrique comme partenaire, compte tenu de l'importance de ce qui se passe en Afrique pour nous à terme. Et je ne parle pas forcément en termes de migration ou de sécurité. Je pense que ça va beaucoup plus loin que cela. La coopération entre l'Europe et l'Afrique a connu un tournant ces dernières années. D'ailleurs, comme vous le savez, ça ne s'appelle plus de la coopération, ça s'appelle du partenariat, et ça veut dire quelque chose sur le plan sémantique. Une bonne partie des crédits européens qui étaient consacrés à ce qu'on appelait traditionnellement le développement est passé sur la fourniture de garanties ou des financements qui sont finalement beaucoup plus orientés vers le développement, vers la santé, vers l'éducation, qui sont des ingrédients essentiels. Je crois que petit à petit, on va vers un partenariat euro-africain de meilleure qualité. On n'y est pas, et d'ailleurs, il suffit de voir ce qui s'est passé quand il a fallu voter à l'ONU sur savoir si ou non les pays condamnaient la Russie. Nous savons que les États représentant la majorité de la population africaine n'ont pas voté avec nous. Oui. Donc ça dit quelque chose. Je pense que ce jour-là, les Européens ont découvert une réalité qu'un certain nombre d'entre nous avaient probablement mieux perçue que d'autres parce qu'on est un peu plus au contact depuis ces dernières années, et notamment à la suite de ce que j'ai appelé l'apartheid Covid, où je trouve que les Américains et les Européens se sont très mal comportés. Mais cette dimension-là doit être intégrée
elle est la preuve que malgré cette proximité en parole, il reste des distances, et sans doute les pays africains qui n'ont pas voté avec nous ont-ils voulu à la fois donner un signal à Pékin et à Moscou, et donner un signal à Bruxelles et à Washington. Et à mon avis, dans cette affaire, ils ont un certain tort, qui est de mettre Washington et Bruxelles dans le même panier, de même d'ailleurs que je ne mettrai pas forcément à terme dans le même panier Pékin et Moscou. Comment se développer, Pascal Lamy, quand le feu est dans la maison? Regardez le Sahel, il est en train de se détraquer. On voit l'Afrique centrale très malade, taraudée par des conflits, sans noircir le tableau. Mais est-ce qu'aujourd'hui le développement peut fonctionner avec ces foyers de tension, sinon de crise profonde? J'aurais tendance à retourner la réponse. Je pense que, et de ce point de vue-là, je suis très classiquement social-démocrate, je pense que l'origine des instabilités sociales qui permettent à ces mouvements de déstabiliser les pays, d'enrôler des jeunes en leur donnant une arme à manger et une distraction, l'origine de cette instabilité, elle est d'ordre économique et social. Et donc, c'est le développement qui est la réponse au terrorisme, de mon point de vue, et pas d'abord de la réponse sécuritaire, même si évidemment il en faut, parce qu'il faut un certain ordre pour qu'un pays puisse continuer à avancer sur ses deux jambes. Donc, je réponds clairement à votre question. L'issue, la solution, la priorité, ça consiste effectivement à soutenir le développement économique et ce qui le permet, c'est-à-dire les conditions de base, les infrastructures physiques et les infrastructures humaines, éducation, santé. Et de ce point de vue-là, il y a clairement des progrès, si on prend les mesures existantes, qui, normalement, à terme, devraient favoriser davantage de développement économique. Mais je crois qu'on ne peut pas, disons, donner aux questions sécuritaires une primauté sans tenir compte du fait que l'origine des problèmes, il est quand même, à mon avis, dans le malheur des gens, des familles, des femmes, des filles et des hommes. Barack Obama disait que l'Afrique a besoin d'institutions fortes et pas d'hommes forts. On voit la multiplication de coups d'État. C'est aussi c'est un profond malaise sur des choses qui sont structurelles liées à la crise de gouvernance sur ce continent, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Je suis d'accord, les coups d'État sont un des modes d'ajustement permanent de la gouvernance africaine. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être les regarder avec des yeux un peu différents de ce que l'on regarde en Europe ou en Amérique latine ou en Asie. Pour moi, ce sont des signes que quand il y a un problème politique, il y a une réaction de la population. Et de ce point de vue-là, je pense que l'Afrique est plus proche de l'esprit démocratique, pour des raisons d'ailleurs qui correspondent aussi à ses traditions culturelles. Et donc, je crois beaucoup au progrès, finalement, de la démocratie en Afrique, même si je reconnais que c'est lent. Mais je constate que, contrairement à ce qu'on m'a appris à l'école, il y a des entreprises, des entrepreneurs, des succès dans des tas de domaines, sans que les conditions minimales de la bonne gouvernance soient réunies. Je pense que si elles étaient mieux réunies, l'Afrique se développerait plus vite qu'elle ne le fait aujourd'hui. Et encore une fois, on y travaille beaucoup à la Fondation Mou Ibrahim, mais je ne crois pas que ce soit, en tout cas l'expérience des dernières années, a montré que ça n'était pas dirimant. Ça n'empêche pas le développement économique, ça le freine, mais ça ne l'empêche pas. Vous avez, je l'ai dit, 75 ans, vous avez un parcours extrêmement riche et varié. Est-ce que la figure du sage vous sied? Bon, disons, quand on dit de quelqu'un qu'il est un sage, c'est plutôt bien, donc c'est pas désagréable. Simplement,
un sage qui reste actif. Hein. On m'a souvent demandé si j'étais pessimiste ou optimiste dans ma vie et j'ai toujours répondu que j'étais activiste. Donc je veux bien être un sage, mais un sage qui bosse. Est-ce que ça suppose que vous allez réfléchir, en fait, écrire des livres et traduire cette expérience par cette réflexion au long cours? Je l'ai fait de temps en temps jusqu'à présent. En ce moment, j'ai tellement de choses à faire et à vrai dire, le monde va tellement mal. Et que cette question sur laquelle que vous m'avez posée, qui est de savoir si on est dans un moment de basculement, est tellement fondamentale que j'ai vraiment besoin d'y réfléchir avant d'écrire quelque chose. Hein, je vois des ingrédients de transformation. Je vois aussi des choses qui ne changent pas. Et avec mes regards d'Européens, je vois bien qu'il est peut-être en train de se passer quelque chose, mais ce n'est pas si sûr. Et donc, franchement, je vais attendre un peu avant de reprendre la plume sur ces grandes questions qui agitent l'humanité, le monde, et nous, les Européens, et, si je puis dire, vous, les Africains. Pour quelqu'un qui, je l'ai dit, aime réfléchir, est-ce que comment jugez-vous la temporalité? Est-ce que le temps, les urgences du moment qui exigent des réponses rapides et les solutions qui, de leur côté, demandent du temps pour fournir des résultats? Comment, pour vous, est-ce que c'est anxiogène? Comment gérez-vous ces questions-là chez vous? Bon, bah, disons, c'est ce que vous venez d'énoncer, c'est l'énigme de la politique. Hein, c'est comme le disait Jean-Claude Juncker quand il était président de la Commission, il y a deux sujets. Il y a un sujet qui est de savoir ce qu'il faut faire, et ça mérite réflexion. Et puis il y en a un autre qui consiste à savoir si on est réélu, si on le fait. Et ça mérite réflexion. Le premier, c'est un sujet de long terme. Le deuxième, c'est un sujet de court terme. Comment on articule le court terme et le long terme? Pour moi, c'est le mystère, l'énigme, le secret de la politique, de l'homme politique ou de la femme politique. Et on en a deux très beaux exemples en ce moment avec l'invasion de l'Ukraine. Le premier, sur la situation militaire, économique, psychologique de part et d'autre, ce sera, de mon point de vue, le temps qui déterminera si ou non nous parvenons à repousser M. Poutine à l'intérieur de ses frontières. Et il a de bonnes raisons, je crois, de penser que s'il joue la montre, il pourrait peut-être y arriver mieux que nous. Et donc, à court terme, le vrai problème pour nous, Européens, qui voulons aider les Ukrainiens à repousser cette agression, c'est le temps. Deuxième exemple, immédiat, les problèmes énergétiques. Nous sommes tous partis dans une entreprise de décarbonation de nos économies à échéance 2050. Carbone net zéro, ça suppose de passer renouvelable, de faire des économies d'énergie, de sortir des énergies fossiles. Pas de bol, et M. Poutine, de ce point de vue-là, a été, comme d'habitude, assez intelligent, voire roublard. Il a choisi de nous attaquer sur notre vulnérabilité énergétique et de faire en sorte que les prix montent. Est-ce que nous devons, pendant ce temps-là, recourir davantage et pour combien de temps à des énergies fossiles? Parce que la hausse du prix de l'énergie va freiner la transformation des systèmes. Je pense, et j'en discute souvent à Bruxelles, que nous devons être très très prudents en prenant des mesures à court terme que nous devons prendre pour assurer notre sécurité énergétique, mais sans dévier de notre trajectoire à long terme, qui est la trajectoire d'indépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Donc voilà encore un exemple où le secret est dans cette articulation. Pascal Lamy, je vous remercie d'avoir été avec nous et d'avoir permis de décrypter la réalité complexe du monde. Merci d'avoir donc été avec nous et à très bientôt.